Ouais, on dirait que... Just, yeah, it seems that yeah. Non, on dirait qu'on a un problème ici, Carl. It seems that Je ne sais pas ce qui se passe, mais les images ne s'affichent pas. Laisse-moi juste... Tu m'entends, Carl? Can you hear me, Carl? Je t'entends 5 sur 5. Yeah, I think we're here to go. Oui, je pense que tout est bon. Il y a eu un problème avec StreamYard. Hi everybody. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 2 février 2026 et notre cher ami le colonel Jacques Baud est avec nous. Bon retour parmi nous, Carl. Jacques Baud is here with us. Welcome back, Carl. Salut Nima. Merci de m'avoir à nouveau invité dans ton émission. J'apprécie vraiment l'invitation. Je suis ravi d'être de retour. Yeah, it's so good to have you back. Oui, c'est vraiment bien de te retrouver, car nous avons eu quelques problèmes avec Internet ici. Comme tu le sais, je suis toujours en Iran et nous avons eu des difficultés d'accès à Internet. En ce moment, tout va bien et je peux enfin passer en direct. Carl, laisse-moi commencer par la situation à laquelle tu fais face en Europe, à Bruxelles, concernant les sanctions. Cela fait plus d'une semaine, peut-être 10 jours, depuis notre dernière discussion sur ce qui s'y passe. Quelles sont les dernières nouvelles concernant les sanctions et la pression qu'ils essaient d'exercer sur toi? What is the latest on the sanctions and the pressure that they're trying to put on you? Eh bien, rien de vraiment nouveau. Je veux dire, comme vous le savez, j'ai été placé sous sanction de l'UNOMMOBA le 15 décembre de l'année dernière, en raison de questions liées à la liberté d'expression ou à la liberté d'opinion. Parce que, soi-disant, je ferais, disons, de la propagande, ou même que j'organiserais de la propagande pour la Russie, n'est-ce pas? Comme vous le savez, mon travail consiste à analyser les conflits dans un sens plus large, pas seulement l'Ukraine et la Russie, mais aussi d'autres conflits. Nous avons souvent parlé du conflit en Palestine, ainsi que du conflit entre les États-Unis et l'Iran, et tout cela. Parce que c'était mon travail. Mon travail est celui d'un analyste. Mais en tout cas, les sanctions ont gelé mes comptes bancaires ici en Europe, et je n'ai pas le droit de voyager au sein de l'Union européenne. And I'm not allowed to travel within the European Union. As you know, I'm living in Brussels. I mean, just in the heart. Comme vous le savez, je vis à Bruxelles, en plein cœur de l'Union européenne. Cela signifie que je n'ai accès à aucun compte bancaire et que personne n'a le droit de me fournir de ressources financières. Depuis la mi-décembre de l'année dernière, je n'ai pas été autorisé à acheter de la nourriture, à payer mes factures ou, en somme, à effectuer le moindre paiement, car je ne peux pas accéder à mon compte bancaire. Comme je l'ai dit, en Suisse, puisque je suis citoyen suisse, la Suisse n'a pas adopté ce paquet de sanctions, car elle ne soutient pas les sanctions qui punissent la liberté d'expression. Donc, si je vivais en Suisse, je ne serais pas concerné par ces sanctions. Il serait toujours là. Mais je n'en verrais pas les effets parce que je vivrais en Suisse. J'ai un compte bancaire en Suisse. Le problème, c'est que je ne peux pas l'utiliser depuis l'Europe, car avec le processus de compensation et le système interbancaire, les paiements ont été bloqués. Donc je ne peux pas, par exemple, retirer de l'argent de mon compte bancaire suisse. C'est pas possible depuis ici. En gros, j'ai un compte bancaire en Suisse avec de l'argent dessus, mais ici en Europe, je n'ai pas accès à mon compte bancaire, qui contient aussi de l'argent. Je vis donc maintenant, grâce à la générosité et à la solidarité des Belges, qui m'apportent de la nourriture chez moi. Certaines personnes bienveillantes cuisinent pour moi et m'apportent à manger, parce que je ne peux rien acheter.
Comme je l'ai dit, je n'ai pas le droit de voyager à l'intérieur de l'UE. Cela signifie que je n'ai pas le droit de retourner en Suisse. Et même si je pouvais retourner en Suisse, je ne serais pas autorisé à revenir à Bruxelles, où je vis, où j'ai ma maison, mes meubles, tous les livres derrière moi. Je ne pourrais pas revenir à cela. J'ai donc dû choisir entre vivre ici à Bruxelles avec l'aide des autres, ou ne pas vivre, ou avoir accès à mes comptes bancaires en Suisse, mais sans domicile. C'était le choix que j'avais. Le gouvernement suisse, et vous ne pouvez pas rentrer chez vous en Suisse. Je ne peux pas y aller. Je veux dire, à ce jour, je n'y suis pas autorisé, car j'ai besoin d'une autorisation spéciale pour retourner dans mon pays. Donc à ce jour, je ne le peux pas. Mais si j'avais cette autorisation, je ne serais alors pas autorisé à revenir à Bruxelles, où se trouve mon domicile. C'est donc un choix, et c'est pourquoi la situation est complexe. Plusieurs institutions internationales ont exprimé leur soutien et envoyé des lettres à l'UE, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le gouvernement suisse a également adressé une protestation, une démarche à Water, en raison du manque de respect de la procédure régulière. Pour rappel, je n'ai enfreint aucune loi, pas le moindre délit. Je n'ai jamais comparu devant un tribunal. Je n'ai jamais été jugé par un juge. Je n'ai jamais comparu devant un tribunal ni un jury. Je n'ai eu aucune occasion de présenter ma défense, aucune occasion de me défendre, aucune occasion d'avoir un avocat. Je veux dire, les sanctions ont été décidées par les premiers ministres de l'Union européenne d'ailleurs. Ce n'est pas un tribunal qui a décidé de ces sanctions. Ce qui signifie que, techniquement parlant, eh bien, comme vous le savez, je fais partie des experts des Nations Unies sur l'état de droit et la réforme des institutions de sécurité. Donc l'état de droit est un domaine que je connais. Et cette affaire, ce cas particulier de sanction, constitue une violation de l'état de droit. L'état de droit signifie que la gouvernance d'un pays est guidée par la loi. C'est pourquoi, dans les pays démocratiques, la loi définit la manière dont on doit gouverner, comment on punit les gens, comment le système politique est organisé, et ainsi de suite. Ici, dans l'Union européenne, le système a été complètement renversé, pour ainsi dire. Des décisions ont été prises par le Conseil des ministres sans aucun respect pour la loi. En ce sens, l'UE est gouvernée par la politique ou les politiques, et non par le droit. Ce n'est pas une organisation qui fonctionne selon l'état de droit. L'UE n'est pas démocratique. En fait, la dictature existe en l'absence de l'état de droit, lorsque la politique et les politiques définissent la manière de gouverner. C'est essentiellement ce que nous avions avec les rois de France par exemple, jusqu'au XVIIIe siècle environ, ou dans le cas d'une dictature, lorsque le dictateur lui-même décide de ce que doit être la loi. Dans notre démocratie, c'est la loi qui détermine comment les dirigeants, les responsables, les politiciens doivent gouverner le pays. Donc selon vous, nous serions un exemple flagrant d'une organisation présentant toutes les caractéristiques d'une dictature. Techniquement parlant, je veux dire sans aucun jugement, juste une simple analyse de l'ensemble. Parce qu'encore une fois, le paquet de sanctions adopté le 15 décembre concerne 59 personnes ou entités. Mais ces mesures, ces 59 entités et individus, se trouvent essentiellement en dehors de l'UE. Le problème, c'est que je suis le seul sur cette liste à vivre au sein de l'UE. Et c'est là que réside le problème. C'est pourquoi je pense que l'UE a mal calculé. Ils ne s'y attendaient pas. Mais en réalité, ils appliquent des mesures de politique étrangère à des personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'UE. Donc, lorsque vous faites la guerre, lorsque vous menez une politique étrangère, bien sûr, vous n'avez pas les mêmes règles que celles que vous appliquez dans votre propre pays. Parce qu'évidemment, dans votre pays, vous avez des lois
et vos lois s'arrêtent à la frontière. Elles ne peuvent pas être appliquées au-delà de celle-ci. Enfin, sauf pour les États-Unis, qui ont des lois valables au-delà de leurs frontières nationales. Mais dans la plupart des pays, dans les pays civilisés, les lois s'arrêtent aux frontières. Lorsque vous commencez, par exemple, une guerre, lorsque vous combattez un ennemi extérieur, vous êtes autorisé à tuer des gens. Mais lorsque vous êtes à l'intérieur d'un pays, évidemment, quel que soit le problème que vous avez, vous n'êtes pas autorisé à tuer des gens. C'est donc probablement un exemple très simple de la manière dont la politique étrangère est une chose et la politique intérieure en est une autre, régie par un ensemble différent de lois, de règles et de toutes sortes de réglementations. Nous voici donc, dans mon cas, avec un exemple très particulier de l'UMRME, appliquant des mesures de politique étrangère à l'intérieur de ses frontières. Bien sûr, j'exagère un peu en disant que si l'UMRME avait décidé de tuer les personnes figurant sur la liste, elle aurait pu décider de me tuer, car cela serait contraire à la loi. Leur décision n'a rien à voir avec la loi. Their decision is not related to the law. It's above the law, if you want. C'est au-dessus de la loi, si vous voulez. Et c'est là que réside le danger. Eh bien, ils n'ont pas décidé de me tuer. Mais quand vous dites que la peine de mort n'existe pas dans l'UNRWA, ce qui est vrai d'ailleurs dans tous les pays de l'Union européenne, vous n'avez pas la peine de mort. Mais cela n'est valable que tant que vous êtes sous l'empire de l'état de droit. Si vous n'êtes pas sous l'état de droit, c'est-à-dire si vous êtes au-dessus de la loi, alors il n'y a plus de limite aux sanctions ou aux punitions. Techniquement, ils auraient pu décider de me tuer. Techniquement. C'est donc là que réside le danger de la situation. Et c'est pourquoi, au-delà de mon cas particulier, où j'ai expliqué la situation concernant ma liberté de mouvement et tout cela, il y a une véritable inquiétude. Au-delà de cela, il y a quelque chose de plus large, car cela signifie qu'au sein de l'Union européenne, on peut essentiellement priver quelqu'un de liberté. On peut le priver de nourriture. On pourrait même lui infliger une punition bien plus sévère, sans passer devant un tribunal, sans bénéficier de ce que l'on connaît depuis le Xe siècle, ou même le XVe siècle, je suppose, au Royaume-Uni, sous le nom d'habeas corpus, c'est-à-dire le droit pour tout citoyen d'être jugé par un tribunal avant toute sanction. C'est un élément fondamental de la démocratie, et ici dans l'UMER, ce droit est nié. Le danger, c'est que mon cas devienne un précédent pour d'autres affaires, et c'est pourquoi beaucoup de gens commencent à avoir très peur d'une telle pratique. Parce que cela montre, et vous vous en souvenez peut-être, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis de 2025, qui a été publiée cette année-là. Cette stratégie décrivait le fait que l'Union européenne dérive vers une sorte de... Enfin, je veux dire, ils n'utilisent pas le mot dictature, je crois, si je me souviens bien, mais vers une situation où les libertés fondamentales ne sont plus respectées. Et c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant pour beaucoup de gens en Europe, même pour ceux qui, au-delà d'être pour ou contre la Russie ou qui que ce soit, constatent que dans les faits, nous sommes désormais dans un système au sein de l'UMER ou Matter Baylor qui ne respecte plus aucune forme de droit. Carl, l'Union européenne est aujourd'hui confrontée à de nombreuses questions internes et géopolitiques. L'une d'elles concerne ce qui se passe en Ukraine et une autre au Moyen-Orient. Mais lorsque l'on observe l'UWEB et sa politique étrangère, penses-tu qu'elle en arrive à un point où il devient essentiel pour elle de définir et de comprendre la situation actuelle, la fragilité de ce qui se joue avec ces enjeux géopolitiques? Car il ne s'agit pas seulement du Moyen-Orient ou de l'Ukraine. Nous pourrions bientôt être confrontés à un nouveau cas impliquant la Chine, puisque tout semble s'intensifier. Alors voici la question. Où en est l'Europe?
Où en sont ces pays européens? Peuvent-ils continuer ensemble, ou bien, avec le temps, les liens, les connexions entre ces pays, cette ligne qui les unit, commencent-ils à se déliter, à disparaître de la scène? Quelle est ta vision, Ilya Boehm, Athens Estemis? How do you see the EU and European countries? Well, first of all, I have to say that Eh bien, tout d'abord, je dois dire que l'Union européenne aujourd'hui est un peu en désordre, si je peux le formuler ainsi. L'Union est issue du marché commun, créé dans les années 1960 pour améliorer les relations économiques entre les pays européens. À cette époque, on comptait principalement l'Italie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni est arrivé plus tard, ainsi que les Pays-Bas et la Belgique. Pour renforcer les relations entre ces pays, le projet a été fortement soutenu par les États-Unis, car après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe avait été complètement détruite, en particulier l'Allemagne. Et face à la menace de l'Union soviétique, les Américains pensaient qu'ils devaient aider les Européens à reconstruire leur tissu social et sociétal, leurs relations entre pays, afin de consolider l'Europe face à la menace soviétique. Et c'est là l'idée derrière le marché commun, l'embryon de l'Union européenne. Après la fin de la guerre froide, ce marché commun a évolué vers quelque chose de bien plus ambitieux. Le communisme avait été vaincu. L'Europe de l'Est était composée d'anciens pays du pacte de Varsovie qui ne se trouvaient pas dans une bonne situation économique, tandis qu'à l'Ouest se trouvaient les grands pays que j'ai mentionnés auparavant, dotés de capacités économiques plus importantes. L'idée était donc d'élargir le marché commun pour en faire ce que nous appelons aujourd'hui l'Union européenne. Un ensemble capable d'aider ces anciens pays communistes à rejoindre l'Europe de l'Ouest et à bénéficier également d'un soutien économique. Si vous regardez la carte, par exemple, de ces pays qui sont soutenus par l'Union européenne et de ceux qui la financent, vous verrez que la partie occidentale de l'Union européenne, à savoir la France, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, la Belgique et ainsi de suite, finance en réalité la partie orientale du continent, comme les États baltes, la Hongrie, la Slovaquie et d'autres. La Suisse, bien sûr, ne fait pas partie de l'UMA. C'est donc une situation très particulière où l'on observe une forme de solidarité européenne censée créer ou homogénéiser, dirais-je, les pays européens. En réalité, il existe encore des problèmes sociaux dans les anciens pays du pacte de Varsovie qui n'ont toujours pas été résolus. C'est la raison pour laquelle la plupart de ces pays, regardez les États baltes par exemple, perdent leur population chaque année. Leur population diminue parce que les gens ne veulent plus y vivre. Ils ont tendance à partir vers l'Europe de l'Ouest ou l'Amérique du Nord. Et c'est la même chose pour l'Ukraine d'ailleurs. Cela s'applique à tous les États baltes, pas à tous les pays d'Europe de l'Est, mais à la plupart d'entre eux. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé, c'est qu'au-delà du projet initial de coopération économique au sein de l'Europe, destiné à améliorer la situation économique, surtout dans la partie orientale du continent, la direction actuelle de l'Union européenne a poursuivi l'idée de faire de l'Europe une puissance politique. Pour cela, je vais rendre les choses très schématiques et brèves. Je raccourcis un peu l'histoire, mais l'Union européenne est allée au-delà de la construction économique et nourrit désormais, comme je l'ai dit, l'ambition de jouer un rôle politique. À cette fin, elle dispose de ce qu'on appelle la politique étrangère et de sécurité commune. Il s'agit essentiellement de l'idée de rassembler toutes les questions de sécurité et de politique étrangère et de les gérer de manière centralisée, plus ou moins depuis Bruxelles. Le problème, comme je l'ai déjà expliqué, c'est que lorsqu'une partie du continent finance l'autre,
On ne peut pas s'attendre à ce que tous ces pays aient exactement les mêmes intérêts en matière de politique étrangère et de sécurité. Et cela apparaît clairement avec le conflit en Ukraine, où les pays de la partie occidentale de l'Europe ne sont certes pas favorables à la Russie, mais ne sont pas non plus, disons, viscéralement opposés à la Russie. Let's say viscerally against Russia. While if you go in the eastern part of Si vous allez dans la partie orientale de l'Europe, et je ne cherche pas à porter de jugement ici, car beaucoup de choses relèvent de l'histoire, entre autres. Si vous prenez par exemple les États baltes, ils éprouvent une haine viscérale envers la Russie. Cela signifie que le Portugal peut avoir des problèmes liés à l'immigration africaine, par exemple, tandis que la Lettonie, elle, n'a absolument aucun problème avec cela. Ce n'est donc pas une question de politique étrangère pour eux. Leur préoccupation, c'est la Russie. Que ce soit exagéré ou non, est une autre question. Mais ils se concentrent sur des enjeux différents. Ils ont des préoccupations distinctes en matière de politique étrangère et de sécurité. Par conséquent, l'idée d'avoir une politique étrangère et de sécurité commune pour l'ensemble de l'Europe est en réalité une fiction. Cela n'a jamais fonctionné, car les intérêts sont trop divergents. because the interests are so different. And you see countries like France, for instance. Et vous voyez des pays comme la France, par exemple, qui ont des intérêts traditionnels et historiques en Afrique. C'est la raison pour laquelle la France a été active au Mali, au Niger et ainsi de suite pendant des années, en luttant contre l'islamisme là-bas. Encore une fois, je ne veux pas entrer dans les détails à ce sujet, mais cela montre que la France avait des intérêts spécifiques autour de l'Afrique du Nord, tandis que les États baltes, ou d'autres pays, comme la Suède, la Norvège ou la Finlande, n'avaient absolument aucun intérêt pour cette partie du monde. Cela a donc créé une situation où, évidemment, des pays comme la France avaient leur propre politique étrangère, tandis que Bruxelles essayait d'en maintenir une artificielle sur d'autres questions. Et puis, nous avons un mélange de qui fait quoi. Je veux dire, nous ne savons pas vraiment. C'est pourquoi je disais que c'est le désordre. Nous ne savons pas exactement qui fait quoi en Europe. Il n'y a pas de vision commune sur les questions, car les intérêts sont différents. Encore une fois, la coopération économique peut fondamentalement être comprise comme un intérêt commun pour tous les pays. Mais lorsqu'on entre dans les détails, on voit que plusieurs pays ont des intérêts différents, des priorités différentes, des domaines d'intérêt différents, voire, je dirais même, des zones d'influence différentes. Et cela s'applique particulièrement aux grands pays, l'Espagne, l'Italie, la France, la Grèce. Ces pays sont tournés vers la Méditerranée, c'est leur zone d'influence, si je puis dire, tandis que les autres pays ont des intérêts différents. Par conséquent, aujourd'hui, lorsque nous parlons de politique étrangère, et c'est intéressant d'ailleurs, nous avons récemment eu la réunion de Davos, et nous ne savons pas vraiment ce que fait l'Union européenne là-bas. La France a sa propre politique étrangère. L'UMED a la sienne. Les deux ne sont pas coordonnés la plupart du temps, car évidemment, la France a ses propres intérêts, sauf en ce qui concerne la Russie. Là, il y a une certaine convergence. Mais le problème, c'est que l'Europe n'a pas réussi à trouver un moyen de parler au nom de tous ses membres. Et la raison, c'est que lorsqu'on commence à traiter de politique étrangère et qu'on essaie de concilier les intérêts de 27 pays, il faut être plus nuancé. Par exemple, cette idée de couper toutes les importations de produits pétroliers et de gaz en provenance de Russie. On peut dire, d'un point de vue stratégique, que si l'on veut affaiblir la Russie, pourquoi pas. Mais en même temps, il y a des pays comme la Slovaquie et la Hongrie qui disent « Eh bien, les gars, nous sommes enclavés et notre seule source d'énergie vient de Russie. Donc, il faudrait alors hiérarchiser vos actions envers la Russie. » Mais ce n'est pas le cas. On dit
Notre priorité est d'affaiblir la Russie. Tant pis pour vous. Et voilà, c'est là que le problème apparaît. Lorsque les pays ont leur propre politique étrangère, chacun peut décider pour lui-même en fonction de ses intérêts nationaux. C'est ce que Viktor Orban essaie de faire. Mais lorsque Bruxelles prend le contrôle de la politique étrangère, elle peut ignorer les intérêts des pays individuels et décider selon son propre jugement. Le problème que nous avons aujourd'hui, et ce n'est pas complètement nouveau, nous l'avions déjà un peu vu avant Kaja Kallas, c'est que Kaja Kallas est la haute représentante de Bruxelles, chargée de la politique étrangère de l'UNOPOWER. Son prédécesseur, Josep Borrell, n'était pas aussi extrême qu'elle, mais cela posait déjà problème. En tout cas, ils décident selon leur propre vision du problème, concernant la Russie, par exemple. Ils ne prennent pas en considération les intérêts des nations individuelles. Et ce n'est pas vraiment leur rôle, mais c'est précisément ce que disent les dirigeants de la Slovaquie et de la Hongrie. Ils affirment que l'Union européenne n'est pas là pour mener une vie indépendante, au détriment des intérêts nationaux des différents pays. L'Union européenne devrait représenter les intérêts des États membres. Et c'est là que l'on constate aujourd'hui la fracture entre certains pays et la direction de l'UNOFOR. Et pour y parvenir, l'UM a même dû assouplir ses propres règles afin de pouvoir, légalement, ignorer les intérêts de la Hongrie et de la Slovaquie. Donc, cela signifie que si l'on observe le problème avec un certain recul, on se demande qui est réellement responsable de la politique étrangère. Nous avons des dirigeants comme Macron qui se montrent extrêmement vocaux lorsqu'il s'agit par exemple de la coalition des volontaires. Nous avons la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui, soit dit en passant, ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors, qui représente exactement cette coalition des volontaires? En réalité, seuls 2 membres viennent de l'extérieur de l'Union européenne, et les autres restent silencieux parce qu'ils n'ont pas le pouvoir économique nécessaire pour résister à cette pression. Nous avons donc ici une relation très étrange entre Bruxelles, qui en réalité n'a aucun véritable pouvoir, mais tente d'imposer une certaine autorité sur les États membres et une politique étrangère en partie dictée par quelques pays au sein de l'UMEON. Mais si vous êtes un dirigeant, disons l'Iran, ou même les États-Unis d'ailleurs, à qui devez-vous vous adresser lorsque vous avez un problème avec l'Ulugrod? Prenons l'exemple du Groenland. À qui Donald Trump aurait-il dû s'adresser? En fait, si l'on regarde comment les choses se sont passées, ils ne se sont même pas adressés à l'UNOMEMER. Le Danemark a tenté de s'imposer dans le dialogue avec les États-Unis, mais ce ne fut même pas totalement réussi. Car ce que Donald Trump a fait à Davos, ou juste après Davos, c'est qu'il a ouvert des discussions avec Mark Rutte de l'OTAN, bien que l'OTAN n'ait aucun pouvoir politique. Mais puisque l'OTAN existe, et que Mark Rutte, en tant que secrétaire général, peut jouer un rôle de médiateur au sein de l'OTAN, car Mark Rutte n'a aucun pouvoir. Absolument aucun. Ursula von der Leyen, elle, a du pouvoir. Elle peut prendre des décisions avec sa commission, qui inclut Kaja Kallas. Mais Mark Rutte n'a absolument aucun pouvoir exécutif. Il n'est que secrétaire général, tandis qu'Ursula von der Leyen est la présidente de la Commission européenne. Rutte n'est pas un président, il n'est qu'un secrétaire général. Son rôle est plutôt celui d'un facilitateur entre les États membres de l'OTAN. C'est pourquoi Trump s'est adressé à lui et non à l'Union européenne pour traiter la question du Danemark et du Groenland. On voit donc qu'il est très difficile de l'extérieur de savoir qui est votre allié ou votre interlocuteur désigné lorsque vous voulez discuter de quelque chose. Designated partner if you want to discuss a thing. And to make things more complex, Et pour compliquer encore les choses, la responsable de la politique étrangère européenne
à savoir Madame Kaja Kallas, n'a, je dirais, montré aucune compréhension des enjeux mondiaux. Elle n'a qu'un seul mot à la bouche, la Russie. Elle se rend en Chine pour discuter, car il est évident qu'il existe des questions à régler avec la Chine, qui est à la fois un concurrent économique de l'Europe et peut-être un partenaire, puisque de nombreuses entreprises produisent leurs produits européens en Chine, en réalité. La Chine est donc à la fois un partenaire important et un concurrent pour l'Europe. Mais quand Kaja Kallas se rend en Chine, de quoi parle-t-elle? De la Russie. Quand elle se rend aux États-Unis, et il est évident que plusieurs sujets sont en jeu entre l'UEB et les États-Unis, de quoi parle-t-elle? De la Russie. Les gens commencent donc à en avoir un peu assez de cette politique étrangère européenne qui n'a qu'un seul centre d'intérêt, une seule priorité, la Russie. D'autres pays ont d'autres préoccupations. En fait, si l'on prend les États-Unis comme exemple, ils veulent en réalité se désengager du conflit en Ukraine, car ils ne veulent pas que cela devienne un fardeau. Ils veulent parler de développement économique, de rendre l'Amérique à nouveau grande, et ainsi de suite. La Russie n'est donc plus vraiment un enjeu pour les États-Unis. Ils veulent tourner la page, mais les Européens, eux, ne le veulent pas. Et c'est là le problème de l'Union européenne. On ne peut pas vraiment lui faire confiance, car on ne sait pas exactement quels intérêts elle défend. Par le passé, il y a une vingtaine d'années ou plus, l'Union européenne jouait un rôle de médiateur potentiel, car elle se trouvait en dehors du conflit. Je veux dire, les États-Unis sont impliqués dans tout conflit, donc ils ne peuvent pas être médiateurs, puisqu'ils en font déjà partie. Mais l'Union européenne, en raison de son potentiel économique, disons-le ainsi, et aussi parce qu'elle compte plusieurs poids lourds en matière de politique étrangère, comme la France, l'Italie, dans une certaine mesure, l'Espagne et l'Allemagne, pourrait jouer un rôle dans certains conflits ou crises. Elle pourrait utiliser son influence comme puissance médiatrice. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si l'on regarde un conflit où l'Europe a traditionnellement été un peu plus conciliante que les États-Unis, par exemple l'Iran, c'est un bon exemple où l'Europe a historiquement été une puissance plus encline au compromis. Ce n'est plus le cas, car aujourd'hui, l'intérêt de l'Union européenne, comme je l'ai déjà dit, est de maintenir l'implication des États-Unis sur le continent. Et donc, parce qu'elle veut plaire aux États-Unis afin de les garder présents, elle ne s'opposera certainement pas à ce que disent les Américains. Ainsi, au lieu d'être une puissance de médiation, elle est devenue, disons simplement, un relais de la politique américaine. Nous l'avons vu en Palestine. Nous le voyons aujourd'hui avec l'Iran, où, très récemment, les États-Unis ont décidé d'inscrire les gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes, par exemple, ce qui n'a absolument aucun sens. Et cela en a encore moins si votre objectif est de négocier, car vous ne voulez pas créer de nouveaux points d'antagonisme avec les personnes avec lesquelles vous essayez de négocier. C'est une posture totalement contradictoire avec ce que nous avons traditionnellement connu en Europe. Mais c'est le résultat d'une Europe qui n'a pas de véritable stratégie pour résoudre les problèmes. Ou pour le dire autrement, elle n'a qu'un seul objectif, maintenir le conflit en Ukraine. Car l'idée est d'affaiblir la Russie. Et pour cette raison, puisque les pays européens, même tous ensemble, ne sont pas capables de fournir à l'Ukraine le soutien nécessaire pour prolonger le conflit, l'Europe a besoin des États-Unis en Ukraine d'une manière ou d'une autre. Pas forcément physiquement, mais impliquée d'une certaine façon, afin d'apporter le type de soutien qui permet aux Européens de maintenir le conflit.
Par conséquent, il n'existe pas de véritable politique étrangère ni de stratégie de la part de l'Union européenne. Tout est centré sur le maintien du conflit en Ukraine. En conséquence, le MEB n'a aucune stratégie, par exemple, pour résoudre la crise en Palestine, en Iran ou même en Ukraine elle-même. Et c'est, je pense, ce qui commence à irriter de nombreux États membres. Non seulement ceux comme la Slovaquie et la Hongrie, qui sont profondément touchés par le conflit en raison de la politique énergétique, mais aussi d'autres pays qui comprennent que ce conflit n'a pas d'avenir. Je veux dire, il n'offre certainement aucun avenir à l'Ukraine. La manière dont le conflit évolue est manifestement à son désavantage. Beaucoup de gens disent, eh bien, nous devrions probablement élaborer une stratégie pour résoudre le problème avant qu'il ne devienne une catastrophe. Mais il n'y a pas de stratégie. Nous n'avons pas de stratégie. Nous en avons déjà parlé. Aujourd'hui, évidemment, la question revient sur le devant de la scène, à propos des capacités nucléaires de l'Iran et de tout ce qui s'y rattache. Nous en avions déjà discuté l'année dernière et l'année d'avant, si vous vous en souvenez. Et on aurait pu s'attendre, puisque l'UPMM était signataire du JCPOA, le plan d'action global commun pour l'Iran, qu'après le retrait des États-Unis du traité, l'ULMR puisse proposer une sorte de solution pour ramener les États-Unis dans le traité et aider à résoudre la situation. Car la raison pour laquelle les États-Unis ont quitté le traité, c'est que l'Iran le respectait effectivement. Mais l'Union européenne n'a jamais saisi l'occasion de montrer son importance dans toute cette affaire. Elle a toujours joué le rôle de vassal des États-Unis, sans aucune stratégie pour résoudre le problème. Et nous savons que c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Toute la question de l'Iran. C'est un conflit, en fait un conflit artificiel. Disons-le ainsi, le conflit avec l'Iran est artificiel. Quelle que soit la manière dont on peut juger ou évaluer la gouvernance en Iran, le fait est que l'Iran ne menace personne. Nous savons que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires, et cela a été reconnu par la communauté du renseignement américaine. Nous savons tout cela. Donc l'Iran ne constitue pas une menace pour le reste du monde. Ce n'est même pas une menace pour Israël tant qu'Israël n'attaque pas l'Iran, évidemment. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas jouer ce rôle de médiation entre ces acteurs, surtout dans un conflit qui n'a pas de véritable substance? Vous savez, il peut exister un conflit qui en a une, par exemple des revendications territoriales ou des questions de minorité qui affectent les relations entre deux pays. Mais nous n'avons rien de tel entre l'Iran et Israël, par exemple, et certainement pas entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a ni revendication territoriale, ni question de minorité. La seule revendication de l'Occident, c'est qu'il n'aime pas la gouvernance de l'Iran. Mais l'Iran est un pays souverain. Il a ses propres règles, coutumes et traditions, et ainsi de suite. Je veux dire, la dernière fois que l'Occident a essayé d'imposer un gouvernement en Iran, cela n'a pas fonctionné. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le gouvernement actuel aujourd'hui. C'est précisément parce que la tentative de l'Occident d'imposer sa propre solution en Iran n'a pas fonctionné. Alors, quelle est notre solution? Lorsque nous ne le pouvons pas et que nous ne savons même pas quel type de solution nous voulons pour l'Iran, la meilleure option serait de trouver un accord et un moyen de rétablir les lignes de communication entre l'Iran et Israël. Deux pays qui d'ailleurs ont entretenu d'excellentes relations pendant des années, voire des décennies. Ce n'est que très récemment que cette rupture est survenue entre eux, et sans véritable raison. En réalité, elle a été plus ou moins provoquée par la situation engendrée par l'invasion de l'Irak, du moins en partie. Il y avait d'autres problèmes, évidemment, mais celui-là a joué un rôle.
En tout cas, pour en revenir à l'Union européenne, lui-même n'a jamais vraiment identifié un rôle possible de médiation ou d'acteur jouant un rôle de négociation entre les pays impliqués dans ce conflit. Il en va de même pour la Palestine. Il est assez étrange de constater que le pays soutenant le plus vigoureusement Israël est aussi celui qui a proposé la paix entre la Palestine et Israël, à savoir les États-Unis. Je veux dire, la politique étrangère des États-Unis consiste à soutenir Israël. Très bien. Mais, de toute évidence, leur politique n'est pas de soutenir les Palestiniens. Alors pourquoi les Palestiniens feraient-ils confiance aux États-Unis pour instaurer une forme de paix? L'Europe aurait pu être, encore une fois, ce maillon manquant entre le duo Israël-États-Unis et la communauté palestinienne et moyen-orientale au sens large. Ça aurait pu être cela. D'autres pays auraient pu être impliqués. La France, par exemple, qui est présente dans la région depuis plusieurs décennies, en Syrie et au Liban. Ce sont les pays qui étaient sous protection française juste avant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait aussi imaginer la Suisse, par exemple, un choix inhabituel. Mais aucun de ces pays, en réalité, ne voulait ou n'était en mesure d'assumer ce rôle. Nous avons donc un vide en Europe en matière de diplomatie. Nous avons des acteurs qui ne veulent s'engager dans aucun conflit autre que celui avec l'Ukraine et qui ne sont même pas prêts à endosser un rôle de médiateur. Ce sont des va-t-en-guerre, pas des artisans de paix. Ils ne veulent pas affronter les États-Unis et dire « Eh bien, ce conflit ne mène nulle part ». Arrêtez. Lui-même n'a pas ce pouvoir. Et cela montre qu'en raison de ce genre de désordre structurel au sein de l'Union, personne ne sait vraiment qui est responsable de sa politique étrangère. Est-ce Joseph Borrell ou Emmanuel Macron, puisqu'il est le dirigeant le plus vocal en Europe? L'Allemagne a toujours joué un rôle secondaire en matière de politique étrangère de l'ultimo Role. Elle est farouchement opposée à la Russie. Mais au-delà de cela, l'Allemagne n'a pas une position très forte dans les affaires internationales, ni dans la médiation des conflits. Quoi qu'il en soit, la France pourrait être, ou a voulu être, à un moment donné, et a prétendu avoir cette capacité. Mais elle ne veut plus assumer ce rôle. En conséquence, nous avons aujourd'hui une Union européenne sans véritable leadership en matière de politique étrangère. Aucune stratégie à appliquer aux différents conflits auxquels nous faisons face dans le voisinage immédiat de l'UPEMER, si l'on peut dire. Nous n'avons pas d'objectif. Nous ne savons même pas exactement ce que l'UEOSR cherche à accomplir. Pas même en Ukraine d'ailleurs. Nous savons, et Kaja Kallas l'a dit en novembre dernier, que l'objectif est d'affaiblir la Russie. Je veux dire, le plan pour l'Ukraine reposait sur 2 points, comme l'a dit Kaja Kallas. Le premier est d'affaiblir la Russie, le second est de soutenir l'Ukraine. Mais soutenir l'Ukraine n'est pas un objectif. C'est un moyen, une manière d'agir. Cela ne peut pas être un objectif. On ne soutient pas quelqu'un simplement pour le principe de le soutenir. On veut atteindre un objectif. Il n'y a donc même pas d'objectif lié à l'Ukraine. Le seul objectif que l'Union européenne semble avoir, c'est d'affaiblir la Russie. Et qu'est-ce que ça signifie? En quels termes? Militaires, économiques? Nous savons que, sur le plan militaire, ce n'est pas vrai. Nous savons que, sur le plan économique, ce n'est pas vrai non plus. Sur le plan politique, pas davantage, surtout avec l'importance croissante des BRICS et du reste du monde. Si l'on regarde la situation aujourd'hui, on voit que la Russie a un rôle très important, en réalité encore plus important à jouer qu'avant la guerre en Ukraine. Autrement dit, nous ne savons pas vraiment quel est l'objectif. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de véritable leadership, pas de stratégie, pas d'objectif. Et lorsqu'il s'agit de politique étrangère et de sécurité, il existe cette rivalité entre Bruxelles, non pas le pays, ni la capitale de la Belgique,
mais la capitale de l'Union européenne, et certains États qui ont leurs propres intérêts, comme la France, par exemple, peut-être l'Espagne, et ainsi de suite. Nous avons donc littéralement un désordre en matière de politique étrangère au sein de l'UBMR. Et c'est quelque chose que personne ne veut reconnaître. Mais que tout le monde remarque. Et c'est précisément là que réside le problème. C'est à ce moment-là que Donald Trump entre en jeu. On le voit bien, ils vont au Venezuela, ils s'en prennent à Maduro. Aucune protestation, aucune réaction de l'Europe. En fait, l'Europe les a même tous approuvés. Le Groenland, aucune protestation de l'Europe, vraiment. Not even a protest from Europe, really, because they know they are not in a position to. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en position de contrer les États-Unis. Quant à l'Iran, nous ne savons toujours pas la véritable raison pour laquelle les États-Unis voudraient le frapper. Mais l'Europe reste silencieuse. Nous avons cette catastrophe humanitaire en Palestine depuis au moins 2 ou 3 ans, enfin elle continue d'ailleurs, et pas un mot de l'Uber. Nous avons aussi une catastrophe en Syrie. Parce que, d'accord, nous avons maintenant M. Al-Joulani, également connu sous le nom d'Al-Sharak, qui est aux commandes en Syrie. Mais l'idée initiale était de donner un peu de territoire aux Kurdes. Et maintenant, nous voyons que les alliés des Européens, à savoir les Kurdes, sont en conflit avec le gouvernement que nous soutenons à Damas. Alors encore une fois, quel est l'objectif de l'Union européenne? So here again, what is the objective of the European Union? What do we want to achieve? What we want to achieve? Que voulons-nous accomplir? Qu'espérions-nous accomplir en renversant Bachar el-Assad? Car aujourd'hui, nous obtenons exactement le même résultat, simplement avec d'autres personnes, des personnes qui, il y a à peine 1 an, étaient encore considérées comme des terroristes. Donc, encore une fois, il est très difficile, quand on regarde tout cela, surtout depuis l'extérieur de l'Europe, d'identifier la moindre cohérence dans cette politique. C'est de l'opportunisme. Mais de l'opportunisme sans stratégie, sans objectif. C'est de l'opportunisme dans le sens où nous ne voulons pas nous mettre les États-Unis à dos. C'est probablement le seul point commun à toutes les actions de l'Union européenne dans le monde. Il en va de même pour la Chine, d'ailleurs. Nous voyons que les États-Unis, pour une raison ou une autre, considèrent la Chine comme leur principal concurrent. D'accord, soit. Mais l'Europe a-t-elle les mêmes priorités que les États-Unis? Probablement pas. Elle ne souhaite pas rivaliser avec la Chine de la même manière que les États-Unis. Nous avons d'autres intérêts économiques et géopolitiques. Je veux dire, évidemment, les États-Unis tiennent beaucoup à rester. Eh bien, ils ont toujours été une puissance du Pacifique, une puissance de l'océan Pacifique. Et ils veulent conserver cette sphère d'influence dans la région Pacifique. Et évidemment, dans ce contexte, les États-Unis font face à la Chine, qui n'est sans doute pas trop ambitieuse, mais reste un pays ambitieux. Mais cette rivalité dans la région du Pacifique ne devrait pas vraiment concerner les Européens. Alors, pourquoi devrions-nous affronter les ennemis des États-Unis? Il n'y a aucune raison. Nous pourrions avoir une politique étrangère et économique indépendante qui nous permettrait d'entretenir des relations commerciales normales avec la Chine. Mais non, ce n'est pas ce que nous faisons, car nous avons une direction en Europe, et quand on prend Kaja Kallas et aussi Ursula von der Leyen, ce sont des personnes issues de pays extrêmement reconnaissants envers les États-Unis. Les Allemands, à cause de la Seconde Guerre mondiale, et les États baltes, à cause de la fin de la guerre froide. Il y a eu des liens très forts entre les États baltes et les États-Unis tout au long de la guerre froide. Et à la fin de celle-ci, évidemment, les États-Unis ont aidé les États baltes à reconstruire leur pays et surtout leurs forces armées. Ces pays sont donc reconnaissants, ce qui est compréhensible. Le problème, c'est que cela s'est transformé en une sorte de politique étrangère à sens unique et qu'ils soutiennent aveuglément tout ce que font les États-Unis.
Souvenez-vous quand les États-Unis ont voulu intervenir en Irak en 2003, les premiers pays à les soutenir furent l'Ukraine, la Pologne et les États baltes, en particulier la Lituanie. Ils furent les premiers à contribuer à l'opération en 2003, car dans l'opération contre l'Irak, les Français et les Allemands ne voulaient pas participer, pour des raisons que nous avons déjà évoquées à plusieurs reprises. Nous voyons que ces pays d'Europe de l'Est soutiennent aveuglément la politique étrangère des États-Unis. Mais encore une fois, il s'agit de la politique étrangère des États-Unis. Ce n'est pas une politique européenne. Quand on met Kaja Kallas, l'ancienne première ministre d'un pays comptant 1,2 ou 1,3 million d'habitants, donc même pas la population de Manhattan, probablement seulement la partie sud de Manhattan, elle était la première ministre de ce pays-là. Et maintenant, elle est aux commandes de la politique étrangère de l'UMMERE. Que peut-on attendre? Elle n'a aucune vision, aucune compréhension globale de la situation. Elle ne comprend même pas ce qui est en jeu. Et donc, à mon sens, l'UPR est mal servi avec cela. Et le monde entier le remarque, sauf l'Union européenne elle-même. Et c'est là que surgit la question. Oui, exactement. J'avais d'autres questions, mais nous manquons de temps. Carl, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme toujours, nous apprenons grâce à toi, et j'espère que l'Union européenne décidera enfin de lever ses sanctions. Je ne sais pas si ce sera possible. C'est la voie optimiste. Je pense que nous en parlerons plusieurs fois avant qu'ils ne lèvent les sanctions. Mais de toute façon, c'est un sujet de discussion, ce qui est très bien. Merci beaucoup, Carl. Un grand plaisir. Merci infiniment. Thank you very much. Thank you.